Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 17 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le virus haussier beaucoup plus résistant que le Covid-19 ». Eh oui, depuis le 19 juin dernier, précédente échéance mensuelle sur les indices et les options sur indice, le CAC 40 a gagné environ 100 points, mais ce n'est rien en regard des 10 records battus par le Nasdaq dans l'intervalle. Il y a eu 20 séances aux États-Unis, parce qu'il y a eu effectivement le 4 juillet, 20 séances, 10 records, le compte est bon, ça fait un record tous les 2 jours. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'en même temps, on battait tous les jours de nouveaux records de cas de coronavirus. Alors évidemment, vous avez la version Trump. Plus on teste, plus on détecte de cas. Ça ne veut pas dire forcément que l'épidémie progresse de façon exponentielle. Si, quand même, un peu. Regardez ce qui se passe en Floride, en Arizona, au Texas. Là, vous avez des hôpitaux saturés, vous avez un nombre de cas quotidiens qui donne le vertige. Et hier, selon l'Institut John Hopkins, on a atteint 68 000 nouveaux cas, 70 000 selon d'autres services qui recensent les inscriptions dans les hôpitaux. Donc 70 000 nouveaux cas, c'est pratiquement le double du pic de contamination au mois de mars dernier. Et vous avez les indices boursiers qui continuent de battre des records. Donc clairement, le virus haussier est beaucoup plus résistant que le Covid-19. Bon, on se retrouve en fait dans la même situation qu'au mois de février. Rappelez-vous, la Chine confinée. Et vous avez le Nasdaq qui bat 10 ou 12 records entre le 26 janvier et le 19 février. Pareil, on avait de la contamination partout, on avait une économie chinoise à l'arrêt. On s'apprête à restreindre beaucoup les activités aux États-Unis, restaurants, cinéma, loisirs, etc. Bon, vous nous direz, c'est toujours un petit peu les mêmes qui trinquent. Mais enfin, il y a un moment aussi où on n'en verra plus les gens travailler dans des tours parce que la climatisation transmet le virus d'un étage à l'autre. Quand vous avez 100 étages, vous imaginez la propagation. La clim, donc, est un gros problème et on risque de redemander à tout le monde de rester chez soi. Et si tout le monde reste chez soi, bah ça fera moins de ventes de voitures, ça fera moins d'essence consommée, ça fera moins de déjeuner au restaurant, ça fera moins de tout. Mais ça fera plus de hausse pour les actions naturellement. Car si on reconfine, l'idée derrière, c'est que les banques centrales, elles vont en remettre. Et certains membres de la Fed n'en font pas mystère. Ah bah si on devait reconfiner, on en fera plus. Ça, c'est Richard Clarida, par exemple, ou James Bullard, pour qui on ne crée jamais assez d'argent et pour qui les taux ne sont jamais assez bas. Voilà. Mais il y a un moment, à force de créer de l'argent extrait de l'air ambiant, à force de nous faire croire au vaccin miracle qui n'arrivera jamais probablement avant l'hiver prochain et la seconde vague, eh bien à force de faire monter, non pas les marchés, car ce ne sont plus des marchés, mais de faire monter uniquement les cours, de faire monter les prix, on va arriver à une limite physique que l'on ne connaît pas, mais qui sera, comme en 2000, une explosion, alors qu'en 2000, on pouvait vous expliquer de façon très rationnelle qu'il n'y avait plus de limite à la capacité de hausse des actions. Alors à l'époque, les taux évidemment n'étaient pas à zéro, mais on vous disait « Quoi ? Les taux sont à 4%, mais quand vous avez une activité qui vous rapporte 25%, on s'en fout que les taux soient à 4, à 5 ou à 10%. On empruntera toujours pour faire plus de bénéfices. » Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'en l'an 2000, à un moment j'avais fait un papier là-dessus, le total du chiffre d'affaires potentiel de toutes les dot-com, toutes celles qui avaient été introduites, le chiffre d'affaires potentiel de toutes ces dot-com, si elles devaient réussir, était supérieur au PIB
américain. Voilà. Et à l'époque, les gens continuaient de payer en se disant « Oui, mais moi, comme je suis malin, j'ai la bonne .com. C'est moi qui ai la prochaine Amazon, c'est moi qui ai la prochaine Netflix. » Et les 100 autres, évidemment, je les laisse au moins malins que moi. Donc, aujourd'hui, on est à peu près dans le même état d'esprit. Oui, évidemment, les promesses de gains contenues dans des valorisations stratosphériques, évidemment que tous ces gains ne seront pas réalisés, mais moi j'ai les bonnes. Hein. Moi j'ai Apple, j'ai Amazon, j'ai Netflix, j'ai Nvidia, etc. Et puis d'un seul coup, commence à y avoir un accident, Netflix, puis peut-être demain, un deuxième accident, on ne sait pas, peut-être Amazon. Bon, les ventes vont peut-être pas continuer de progresser de façon exponentielle. Voilà. Et puis à un moment, la mécanique haussière se grippe. Au départ, on est sur l'idée que tout est illimité et infini, probabilité de gain infinie, avec ou sans taux à zéro, hein, je vous dis, ça n'est pas le problème. Et puis d'un seul coup, on atteint la limite physique, on ne sait pas pourquoi, ni quel jour, et d'un seul coup, patatras, tout s'effondre. Et là, franchement, quand j'entends les raisonnements qu'on nous tient pour justifier les niveaux actuels, je me dis qu'on est vraiment, typiquement, à la veille d'un possible effondrement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce pour participer à notre prochain live mardi avec nos abonnés de la lettre confidentielle. N'hésitez pas à vous inscrire et on vous retrouve avec grand plaisir.